de recevoir Pierre Boss. Donc je pense que Pierre, tu as présenté, je crois que tu connais Pierre. Donc Pierre est professeur d'informatique et il était conseiller scientifique et pédagogique à la DGCI. Et David d'avant, parce qu'il y a 2 ans. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a 2 ans, et maintenant il est professeur d'université à l'université de Rennes. C'est ça. Donc je te laisse la parole pour. D'accord. Pas de problème. 20 minutes, vous m'arrêtez quand j'ai tendance à déborder. Merci en tout cas à la FIEL pour cette invitation. Je suis très content d'être ici parce que je suis affectivement lié à la FIEL de toute façon. Je vais vous parler donc de ce qu'on fait à l'université de Rennes sur le déploiement d'IA générative. Je ne suis pas trop cassé pour le plan, juste vous dire un petit peu ce qui se cache derrière cette espèce d'acronyme bizarre RAG à Rennes, parler un petit peu des usages et des risques, même si ça, la thématique a déjà été abordée dans les interventions précédentes. Alors, notre expérimentation vient d'une idée qui fait suite, grosso modo, aux positions, notamment qui avaient tenu Sciences Po et tout ça, c'est que, effectivement, les IA transforment les métiers. Ça, c'est enfoncer une porte ouverte que de le dire. Mais ce qui serait particulièrement dommageable, c'est que dans les établissements d'enseignement supérieur, on joue la carte de l'injonction contradictoire à dire à nos collègues, vous savez, ça change vraiment beaucoup vos métiers, hein. Débrouillez-vous, acculturez-vous, mais démerdez-vous par vous-même. Parce que nous, on n'a pas d'outils, on n'a pas de stratégie, on n'a pas de cadrage, on n'a rien. Bref, c'est votre enjeu. Alors non, il faut dépasser ça. Et je ne suis pas le seul à le dire, hein, parce que Christelle Lison dit que pour elle, le piège, ce serait effectivement que les établissements considèrent que ce n'est qu'une question de gestion individuelle. Il faut avoir une stratégie. La stratégie qu'on s'est donnée, c'est de mettre en place un serveur d'inférence en local sur le site de l'université de Rennes. Donc on a un data center dans lequel on a mis des GPU et tout ce qu'il faut. Et sur cette infrastructure technique, on a mis en place que du logiciel libre à tous les niveaux. Un moteur de LLM, une interface OpenWeb UI, on a mis dessus du RAG et on va se télécharger et installer sur l'infrastructure des LLM qui sont libres en OpenWeight sur Hugging Face. Donc on fait que de libre partout. Donc vous voyez, ça se présente comme ça. Là, j'ai mis un petit document sur le rapport de l'UNESCO. Je prompte, j'ai les résultats. Et j'ai une petite fenêtre à côté où je peux sélectionner le modèle que je veux faire tourner. Alors, c'est trop petit pour vous, mais c'est pas grave. C'était un Llama 3.1 70P. Donc on peut choisir ces choses-là. L'infrastructure, c'est bien parce que déjà ça permet de ne pas mettre ses œufs dans le même panier des GAFAM. Ça permet aux collègues de faire des prompts en toute sécurité, sans faire de la fuite de données. On a vu tout à l'heure les questions RGPD du personnel. Là, ça ne suit pas, ça reste en local. Et puis, mine de rien, pour faire des prompts et commencer à comprendre comment s'en servir, il faut essayer. Et à chaque fois, si on essaie, on a l'impression de faire un prompt qui fait 4 fois le tour de la planète, qui fait fondre 1 mètre cube de banquise, c'est quand même un peu dommage. Donc, le fait que ce soit en local, c'est quand même aussi beaucoup plus rassurant. Ce qui est rassurant dans l'environnement de confiance, c'est que la plateforme et l'outil, c'est une chose, mais il y a tout l'accompagnement qu'on fait avec. Et donc, on a développé des ateliers dans toutes les modalités, hybrides et présentielles, et on les organise régulièrement, 2 à 3 par mois, des choses comme ça. Et on a déjà organisé plus d'une vingtaine en 2024 et on continue en 2025. Et on s'est rapproché du Conseil national du numérique pour faire en sorte que nos ateliers soient labellisés comme des cafés IA, au sens du CNU, ce qui fait que les gens qui participent ont aussi cette impression de participer à un truc un peu plus large que le périmètre de l'établissement. Alors aujourd'hui, sur notre plateforme, on a à peu près 800 collègues de l'établissement et d'ailleurs d'autres qui comptent régulièrement avec un usage de 1,8 par semaine en moyenne. Ça veut dire que c'est un usage un peu suivi, mais c'est pas un truc de geek, hein, c'est pas un jeu vidéo. Au-dessus de cette infra d'inférence, on déploie des services. Alors le service Knowledge qui permet de créer des activités H5P à partir des contenus des enseignants, et le service KDR2 de Charlemagne que vous avez dans la salle d'à côté, qui permet de déployer des chatbots pédagogiques dans des cours Moodle. Ça, on est vraiment en train de le faire, ils sont en train de le paramétrer avec le collègue qui est en charge des aspects techniques à Rennes. Voilà, on travaille sur une mutualisation et un cadrage. Alors pourquoi un cadrage?
pourrait se dire, ah bah, dès qu'on pense cadrage, ça y est, ils vont nous dire qu'ils vont nous interdire de faire ci, interdire de faire ça, ça va limiter les usages. En fait, pas du tout. On voit le cadrage plutôt comme quelque chose qui est une sécurisation des usages plus qu'une limitation. Et en fait, on y travaille à l'échelle de l'établissement, on y travaille aussi dans un défi inter-DMOS lancé pendant les IA Summit en février. Et on s'inspire notamment de la première université qui a fait un cadrage qui a été voté, c'était Orléans. J'ai entendu tout à l'heure dans ce que disait David, et j'ai noté que j'allais aller jeter un coup d'œil à celle de Montpellier. Mais voilà, et en gros, on tourne sur à peu près les mêmes idées à chaque fois. Les principes qu'on veut mettre dedans, c'est qu'il faut toujours avoir de la curiosité, il faut avoir des usages en transparence, il faut avoir de la précaution dans ce qu'on fait et de la parcimonie. Si pour faire ce que vous avez besoin de faire, vous n'avez pas besoin d'aller chercher l'IA, ne vous gênez pas. Laissez l'IA de côté, hein, faites comme vous faites, hein, c'est très bien. Hein. On n'est pas en train de dire l'IA tous et tout le temps et partout. Hein. Donc parcimonie, ça peut être particulièrement important. Dans les choses qu'on écrit aussi là-dedans, par exemple, on a écrit un principe de réversibilité. On dit, bah voilà, c'est bien d'encourager les collègues à aller utiliser des IA de confiance, mais il ne faudrait pas qu'on se retrouve piégé, nous, petit à petit, de manière insidieuse, à ne plus savoir faire notre métier sans les IA. Donc la réversibilité, on doit l'avoir en tête dès le début. En quoi est-ce que ce que je fais, je pourrais, si je voulais, revenir en arrière. Tout ça, c'est des choses qu'il faut écrire. On n'est pas en train d'écrire des trucs sur les outils, on est en train d'écrire des choses sur les principes. Alors, donc, comment est-ce qu'on s'y prend? On mise sur le collectif, on veut partager les cas d'usage, partager les réussites, mais plus que les réussites, les doutes, les angoisses, les questionnements profonds sont des choses intéressantes à partager. Et puis, l'idée, c'est de faire ce qu'on appelle de l'empowerment, c'est-à-dire que chacun de nous, et collectivement, on monte un petit peu en compétences et en appropriation de ces outils. Et puis, on fait des choix. Alors, par exemple, un choix qu'on a fait dans le côté parcimonie, c'est qu'on a dit, on s'est donné le choix de ne pas installer d'outils de génération d'images, parce que ça surconsomme beaucoup plus que la génération de texte. Et après tout, dans l'université, on a des banques d'images libres de droit. Pour aller trouver une image de chat, peut-être une chose à faire que de faire tourner des IA. Donc, il y a vraiment une problématique de l'impact. Les usages, deux questions qui m'intéressent particulièrement. Moi, je suis directeur d'un service d'appui à la pédagogie. En fait, je suis surtout sur les usages en pédagogie, dans l'expérimentation dans laquelle j'assiste le BP numérique. Et dans la pédagogie, il y a deux questions qu'on veut tenir ensemble sans les séparer. C'est comment on forme nos étudiants à l'IA et comment on les forme par l'IA. Les former par l'IA, c'est faire en sorte que les enseignants soient les meilleurs démonstrateurs d'une posture professionnelle qui intègre ces outils. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Des outils auteurs pour scénariser, produire, tout ça, j'en passe des meilleurs, je vais vous montrer des trucs très rapidement, et puis des outils d'adaptative learning, traduire, reformuler, tout ça, pour les étudiants, ça peut être intéressant. Là, très rapidement, la question de ce modèle, c'est trop petit. J'ai compté, c'était un Mistral ici, je lui ai demandé d'aller à partir de l'URL d'une page qui parlait de watermarking, de produire des questions et de me les faire dans un format GIFT intégrable sur Moodle. Il me l'a fait, j'ai copié-collé mon machin, et j'ai un quiz. Donc, c'est un petit peu, ça prend un petit peu plus de temps que ça à faire, mais c'est quand même réalisable. Un autre exemple, un étudiant qui voudrait dire à son prof, je comprends pas ma note, je veux des détails, je veux savoir comment il faut tester. Si je reçois ça, j'ai une réponse un petit peu verte à l'étudiant. Dans la forme, c'est quand même pas ça. Donc on pourrait se dire, l'étudiant, il a envie de dire ça, il ne sait pas comment le dire, il demande à reformuler. Cher professeur, je suis sensible à l'idée de progresser, de comprendre. Voilà. Là, si on fait ça, je suis beaucoup plus dans une disposition favorable. Mais alors, on pourrait se dire, il y a des étudiants qui ont des besoins de garde-fous dans la relation sociale. Effectivement, par exemple, un étudiant qui souffre d'un syndrome d'Asperger, ça peut être utile. Mais un étudiant qui n'est pas natif de la langue maternelle, il peut peut-être avoir envie d'un truc qui l'aide à reformuler. Un étudiant qui se dit que tous les 3 mots, il fait une faute d'orthographe, il a peut-être envie d'avoir un petit peu un truc qui l'aide à écrire un peu mieux. Donc en fait, on part de cas qu'on a l'impression que c'est des cas de niche, et ça n'est pas comme ça.
Autre exemple, là vous voyez, ce qu'on peut faire sur la plateforme, c'est faire tourner différents modèles en compétition. Là, je donnais le texte de la commission interministérielle de l'IA, je lui ai demandé, je veux un résumé en 3 paragraphes, et j'ai demandé ça en même temps à Llama 3.1 et à Mistral. Et chacun dans sa colonne me fait son machin, et à la fin, je demande une synthèse. Bon, ça peut être rigolo, ça peut être des outils intéressants, de se dire, on va regarder plusieurs modèles, ce que ça donne, des gros, des petits, des machins, des publics, et de toute façon, c'est des outils pour nous, pour penser, pour l'idéation. Alors, ça c'était en pédagogie. En recherche, on peut avoir des assistants conversationnels, on peut avoir des outils pour écrire, reformuler, améliorer, faire des plans, on peut avoir des outils pour certaines tâches rédactionnelles, ou alors des outils pour analyser des corpus documentaires, tout ça. Là aussi, il faut développer tous ces usages-là et puis en parler. Mais en tout cas, le mauvais truc qui sera à faire en recherche, c'est d'envoyer. Un collègue m'a dit qu'il avait fait ça parce qu'il était à la bourre. Il avait envoyé sur ChatGPT son dossier de demande de projet ANR parce qu'il était près de la deadline et il n'avait pas encore fait la conclusion, l'abstract. Il va faire maintenant son projet, il était chez lui. Il faut avoir un peu. Voilà. Dans les métiers, on va dire BIAS, qu'est-ce qu'on peut avoir? De l'aide au pilotage de la formation. Là, on essaie de faire des croisements automatiques entre des maquettes, des syllabus et des fichiers LCP pour voir un petit peu si les attendus nationaux sont bien cohérents. Il y a cette expérience du rectorat de Lyon, là, le chatbot Cassandre, qui en fait fait des réponses de premier niveau sur des questions de QPRH, un enseignant d'académie qui voudrait prendre le discours. Voilà, des réponses de premier niveau en horaire décalé, tout ça, ça peut être des choses intéressantes, il faut expérimenter, il ne faut rien s'interdire parce qu'on avance toujours. Un petit truc, là, vous voyez, le nom de mon modèle, là, c'est mon assistant expert IA. Alors, vous ne connaissez pas celui-là, c'est normal. C'est parce qu'en fait, on a la possibilité dans la plateforme de spécialiser un modèle. Et là, ce que j'ai pris à la base, c'était un DeepSeek 1. Et je lui ai donné une base de documents sur que des trucs de l'IA. L'IA Act, les référentiels de l'UNESCO, le rapport Villani, enfin, tout ça. Bref, je l'ai super contextualisé avec ces documents-là. C'est pas de l'apprentissage, c'est de la spécialisation, de contextualisation des prompts. Et puis après, je peux lui demander comme ça, fais-moi une matrice d'Eisenhower sur les usages de l'IA, et j'ai un truc qui répond de manière spécifique sur l'IA, en allant me mettre à chaque fois, vous voyez les petits liens là, sur les documents sur lesquels il s'appuie, documents que je lui ai donnés, pour faire la réponse. Donc ça c'est intéressant, parce qu'on spécialise les modèles, et on peut se les partager en équipe. Donc là, vous voyez, quand on a une culture métier à plusieurs, on peut peut-être travailler sur ces outils. 2-3 choses sur les risques. Dans tous les ateliers qu'on a fait, il y a un risque principal qui ressort. Le plus gros risque, ce serait de rien faire. Donc il faut s'emparer de ces questions-là, et il vaut mieux être acteur que à subir des trucs qu'on n'a pas l'impression d'avoir bien compris. Donc il faut s'y coller. Et puis, il faut être dans une démarche raisonnable et réfléchie, limiter les fuites de données, limiter les pertes de souveraineté numérique. La question des auto-apprentissages, tout à l'heure, la collègue Anne-Sophie en a parlé, c'est en quoi est-ce que les IA apprennent de textes qu'il y a sur Internet, mais qui peuvent être eux-mêmes produits par des IA, et est-ce que tout ça va pas finir par faire une espèce de gougou-gougou insipide? On verra bien. Et puis les impacts environnementaux aussi, sur lesquels il faut avoir quand même un petit peu d'attention. Qu'est-ce qu'on accepte de confier aux IA? Le risque, ce serait de ne pas faire attention à nous utilisateurs. Si on fait dans nos métiers des trucs où on fait du copier-coller de production d'IA pour dire voilà ce que j'ai fait, très mauvaise idée, c'est ce que font les étudiants. Il faut leur dire que c'est pas ça qu'il faut faire. Et si on fait de nos métiers des tâches où on se remplace nous-mêmes, on risque d'être remplacé. Alors, je ne suis pas un fan des théories du grand remplacement, ni en politique, ni en tech, mais voilà, il y a un moment où il ne faut pas se faire peur avec le remplacement, mais il ne faut pas non plus œuvrer contre ses intérêts. Donc il faut toujours être dans le juste milieu. La question de la génération versus la créativité, il doit me rester 5 minutes, un truc comme ça. Ouais, la question de la fracture numérique, on en a parlé tout à l'heure. Il y a fort à croire que les IA sont des très bons outils pour
que les très bons étudiants soient encore meilleurs. Par contre, il ne faut pas éluder que ça va peut-être fragiliser encore plus les plus fragiles. Quelqu'un qui ne sait pas bien distinguer quelque chose d'intéressant d'une hallucination va potentiellement pouvoir se retrouver piégé à véhiculer quelque chose qu'il croyait vrai et qu'il n'avait pas su problématiser. Donc, il y a un risque de fracture numérique, et donc là, qui est l'acteur pour réduire la fracture? L'enseignant. On ne va pas se passer des enseignants avec les IA, c'est pas du tout la question. Et puis, la question de l'esprit critique, l'autocensure, le manque de confiance en soi, les étudiants qui me disent, de toute façon, moi, quand une IA fait quelque chose, c'est une IA, donc moi, je ne touche pas, je suis un peu nul à côté, et puis au moins, elle ne fait pas de faute d'orthographe, alors que moi, j'en fais, donc j'ai absolument pas touché tout. Voilà, c'est vraiment problématique. Et puis, attention, la perte de vigilance aussi, il y a un papier là, qui est sorti il y a peu longtemps, qui dit qu'effectivement, on constate des fois que l'usage des IA est corrélé chez certains utilisateurs avec une perte de vigilance, une perte d'esprit critique. C'est pas de bol, parce que c'est exactement le contraire qu'on est en train de dire. Pour utiliser les IA, il faut avoir encore plus d'esprit critique, encore plus l'idée de dire en quoi est-ce que ça produit est intéressant pour moi. Les bons usages, c'est des outils pour l'idéation. Alors voilà, il faut être éclairé, et nous, ce qu'on essaie de faire collectivement à l'Université de Rennes, c'est d'accompagner nos collègues pour être dans une position qui est ni du techno-bashing, ouais, les IA, le numérique, c'est pas bien, machin, ni de la techno-béatitude, en disant utiliser les IA, parce qu'il y a peut être 1000 milliards de paramètres, c'est pas la question. Donc il faut être dans du raisonnable. Les LLM sont des outils pour penser, pas pour faire à sa place. Quand on n'est pas capable de gérer du contenu d'une production, bah, ça ne sert à rien de compter, autant éviter et aller faire autre chose. Et puis, l'IA qui est censée vous faire gagner du temps, c'est pas si vrai que ça. Vous n'allez pas gagner du temps pour aller à la plage ou n'importe quoi. Si vous avez du temps qui est éventuellement libéré, ce sera pour faire autre chose et pour réfléchir sur en quoi les IA étaient intéressantes ou pas. On va peut-être revisiter un peu nos cœurs de métier en s'occupant plus des étudiants plus que d'écrire du contenu. Ok, d'accord, mais ce n'est pas du temps que vous allez gagner pour être dans l'oisiveté complète. Et puis, de la transparence, là, je vous ai mis un lien sur l'Université de Sherbrooke qui a fait un jeu de balises pour aider les collègues à dire dans telle activité pédagogique, j'autorise, j'interdis ou je tolère les usages d'IA. C'est intéressant. L'objectif qu'on cherche, c'est vraiment, avec tout ça, faire que nos collègues enseignants s'acculturent, s'approprient ces outils-là dans un contexte de confiance et de sécurité, et qu'en fait, les enseignants soient vis-à-vis des étudiants les meilleurs démonstrateurs qui soient d'une posture professionnelle qui intègre l'IA de manière intelligente, raisonnée, raisonnable, pertinente, et qui donne envie. Donc, voilà. C'était le but de la présentation de ce webinaire. Une question pour vous? Oui, bonjour, Pierre Cribon de l'Institut. Je trouve ça vraiment très intéressant. Je pense que c'est essentiel que vous ayez aussi cette demande d'avoir des outils plus safe à vos dispositions. Justement, je voulais savoir, par rapport à votre retour d'expérience, quel niveau de compétence dans les équipes de ici, quel impact en fait, est-ce que vous avez un peu un retour sur, par exemple, mettre en place ces éléments dans des structures, quel niveau de projet, quel engagement il faut, et est-ce que vous partagez aussi ici, est-ce que vous partagez aussi, est-ce que vous avez d'avoir des échanges? Oui, on peut en discuter, il n'y a pas de problème, on peut prendre la date pour ça. On a été dans la possibilité de le faire parce qu'on avait une chance locale, c'est qu'on a un gros labo de numérique et d'IA qui s'appelle l'ELISA, qui est multi-tutelle, l'IA, CNRS, et dans ce labo-là, on a des gens qui sont des experts du MLOps, des choses comme ça, et donc on les a sollicités. Et pour la plateforme, là, on a facilement un demi à un UTP entier qui est fléché là-dessus. Donc oui, le coût il est là. Évidemment, les GPU, ça coûte de l'argent, mais l'ingé technique qui est derrière, c'est là pour le coût. D'autres questions? Si, Pierre. D'autres questions? Tant qu'on s'installe? Ouais. Bon.
est-ce qu'on peut imaginer, c'était déjà le cas, une collaboration ou un développement de ce genre d'outils au niveau rénataire? Alors, actuellement, on est en train de travailler sur de la mutualisation inter-établissement avec Centrale Supélec, avec l'Université de Lorraine, etc. Bref, des établissements qui ont déjà aussi des possibilités de calcul. Et ce qu'on veut faire, c'est une fédération d'identités de genre chilienne pour donner accès à des calculs avec du lot de balancing pour que ce soit un tel ou un tel qui opère l'inférence en fonction des possibilités. Et ce qu'on veut faire, c'est aller vers une mutualisation à l'échelle de l'ESR. C'est juste pour éviter de retomber dans finalement ce qu'on a tous fait au moment du Covid, où on a tous monté des infrastructures pilotables dans toutes les universités, et là on commence à essayer quand même de rationaliser, de recentraliser un petit peu ce qui a été fait au niveau local, et je vois qu'il y a pas mal d'universités qui commencent à développer du LLM en local, et peut-être dès le départ prendre un... Oui, sauf que la feuille de route de Renater, je pense pour l'instant, ne permet pas de rajouter un truc en plus, mais voilà. En tout cas, on est sur cet objet de mutualisation, et on verra bien au final quelle forme elle devra prendre. Merci Pierre. Merci. On va passer à l'intervention.